Bienvenue âmes égarées dans ce spécial fantasy de l'Ota Critique. Alors cette semaine, on va parler des chroniques du dragon. Donc ce film a été réalisé en 2010 par Pitof, le réalisateur de Vidoc et de Catwoman. Donc, ce film a été réalisé par Pitof, le réalisateur de Catwoman, et la boîte du DVD ne trompe pas, on voit bien le dragon en premier plan, et on remarque déjà son aspect très synthétique. On a aussi droit à un genre de Conan, l'épée à la main, prêt à affronter la bête. Cela dit, je vais quand même vous lire le résumé pour vous montrer à quel point les éditeurs avaient les yeux bien plus gros que le ventre. Le paisible royaume de Carpia est ravagé par un dragon de feu qui répand la terreur et la mort parmi la population. Afin de protéger ses sujets, la princesse Luisa demande de l'aide à Gabriel, fils d'un chasseur de dragons. Ensemble, ils doivent libérer le dragon de glace, seule créature capable d'affronter le monstre qui réduit le pays en cendres. Mais ce qu'ils pensaient être leur sauveur va se révéler être leur pire ennemi. Un film d'heroic fantasy très spectaculaire, avec Arnold Volso, la momie, John Rhys Davis, le Seigneur des Anneaux, Amy Hacker, la série Angel, et Tom Wisdom, 300. Alors ça me fait vraiment plaisir de voir John Rhys Davis parce que c'est un habitué des films de fantasy. Ce mec, c'est un pro. Il a le charisme, il a la prestance, il a joué dans la série Legend of the Seeker, il a prêté sa voix à de nombreux jeux vidéo dont Wing Commander et Dune 2000, il a joué dans L'Épée du Vaillant, dans King Rising, dans Le Seigneur des Anneaux et... Vous ne vous souvenez pas de lui dans Le Seigneur des Anneaux? Mais si, c'est lui qui joue Gimli. Eh ouais. Bref, John Rhys Davis, c'est un super acteur. Un habitué de la fantasy, ainsi qu'un fervent lecteur de Tolkien. Ne vous étonnez donc pas si on le croisera souvent dans les prochains épisodes de Spécial Fantasy. Bref, revenons au film, Les Chroniques du Dragon, ou de son vrai nom, Fire on Ice. Le film débute avec la princesse Luisa, jouée par Amy Hacker, gambadant à travers les plaines de Carpia sur le dos de son cheval, tel Link sur le dos d'Epona traversant les plaines d'Hyrule. Et si vous ne connaissez pas la référence, je ne peux rien pour vous. Puis Luisa arrive au château de son père, le roi, alors que ce dernier est en train de festoyer vigoureusement. Vas-y, bouffe comme un morphale. Vas-y, t'es pas un roi, t'es un morphale. Vas-y, bouffe ta viande. Vas-y avec les doigts, ouais bien. Non, je sais bien que c'était considéré comme une attitude royale de manger son poulet par le bout des doigts, mais ces manières me laissent quand même un aspect barbare à l'esprit. Et donc Luisa arrive à la salle à manger où sa mère la gronde parce qu'elle est partie se balader, quand soudain les cloches sonnent l'alarme alors que le dragon survole la ville royale et sème le chaos autour de lui. C'est une raie-manta géante. Je répète, le dragon est une raie-manta géante. Mais qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête à faire un dragon pareil? C'est pas un dragon, c'est une raie-manta géante. Enfin, quand on sait que ce film a été réalisé par celui qui a fait Catwoman, on peut s'attendre à tout. Bonjour, je suis Gustave, et voici mon ami Monsieur Croc. Dernièrement, dans nos films, vous avez pu apercevoir des raimentas géantes. Eh bien, nous avons vu ça dans un film génial du nom de Mega Shark vs Giant Octopus. Mais vu qu'une vidéo vaut mieux que 1000 discours, voici un court extrait. Tant d'émotion et de passion derrière ce film. Que faites-vous, Monsieur Croc? Pas une patte, Monsieur Croc. Pour revenir à l'attaque du dragon, à vrai dire, je ne sais pas ce qui est le pire entre la raie-manta géante et les gens tout simplement cons qui font semblant de courir et vont à droite à gauche et qui semblent à peine surpris par le dragon. Ne regarde pas. Non, ne regarde pas la connerie de ces gens, ne prends pas exemple sur eux. Et donc, par la suite, on apprend que pendant de nombreuses semaines, le dragon revient harceler les habitants du royaume de Carpia, tombant alors dans une terrible période de famine. Luisa essaie alors de convaincre son père d'être à l'écoute de son peuple, mais ce dernier n'en veut rien, car son conseiller considère que ce n'est pas une préoccupation digne d'une personne de sang royal. Luisa, alors scandalisée, fait mine de retourner dans sa chambre, mais se permet d'écouter en cachette la discussion de son père avec son conseiller. Elle apprend alors que ce dernier cherche à inciter le roi à accepter de vouer allégeance au roi du royaume voisin, le roi Quilloc, dont le royaume est mystérieusement épargné par les attaques du dragon, afin de pouvoir subvenir aux besoins de son royaume.
Louisa apprend ensuite par sa mère l'existence d'un chevalier dénommé Alador, qui a autrefois vaincu un dragon, mais sa mère lui défend d'aller trouver ce Alador pour la simple et bonne raison qu'il a été banni du royaume. Eh ouais. Toutefois, Louisa fait mentir sa servante pour pouvoir quitter le château et partir à la recherche d'Alador. Alors qu'elle arrive en forêt à une heure tardive, elle se retrouve menacée par un inconnu joué par John Rhys Davies. Pas un geste. Une fille? Une princesse, la princesse Louisa de Carpia. Formidable. Nous avons eu la reine d'Égypte la semaine dernière. Elle nous a dit beaucoup de bien de vous. Ce n'est pas logique. On peut pas parler de Carpia et ensuite parler d'Égypte à côté. Ça donne clairement une situation géographique de la Terre, alors qu'on est censé être dans un royaume féerique. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune logique à ça. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi avec un hasard en guise de chaise? T'étais pas en forêt? Ta gueule, c'est logique. Et donc ces deux derniers tombent alors nez à nez avec des hommes arbres. Et oui, vous remarquerez le côté très brouillon des costumes des figurants. Non mais sérieusement, on voit même leur petit bonnet noir, c'est pas sérieux ça les gars. Encore ils auraient mis de la peinture faciale, ça irait, mais là non. Ce sont de bêtes figurants mal déguisés en buisson. Puis Louisa et l'inconnu sont alors sauvés par le lancer de couteau d'un mystérieux jeune homme, apparaissant dans la pénombre, qui s'avère être un ami de l'inconnu. Puis ces derniers conduisent la princesse dans leur cachette, en prenant soin de lui bander les yeux avant. Elle apprend alors que ses hôtes de fortune se nomment Sangimel, que ce dernier est en fait un inventeur, ainsi que Gabriel, et que ce dernier est en fait le fils du grand chevalier Alador, mais que ce dernier est mort. Pas de chance. Toutefois, après avoir passé la nuit dans leur cachette, Louisa parvient à convaincre Gabriel et Sangimel de venir au château de Carpia, afin de combattre le dragon. Et je suppose que vous n'accepteriez pas une large récompense? Pardon? Oh, nous aimons les pièces d'or. Nous n'avons qu'un seul rêve, être riches un jour. C'est ça. Parfait. C'était très simple. Enfin, plus sérieusement, ça aurait été sympa de faire une petite mise en scène où Louisa essaierait de convaincre Gabriel avec une surenchère sur la récompense à chaque fois qu'il refuserait. Mais non. Elle a juste à dire qu'il y a une récompense et hop, direction le château. Hé hé. Une fois sur place, Louisa explique à son père qu'elle a rencontré le fils d'Alador et qu'elle l'a invité au château, ce qui visiblement l'énerve plus qu'autre chose, tandis que Gabriel et Sangimel attendent patiemment dans les couloirs. Ah, il prépare peut-être les apéritifs. Tu es fou. Hey, ils sont sûrement en train de préparer l'apéritif. Tu es fou. C'est alors que le dragon revient à la charge. Le roi change alors d'avis et supplie Gabriel d'affronter le dragon. Ce dernier accepte, et à l'aide d'une flèche dotée d'un explosif de la conception de Sangimel, il parvient à repousser le dragon. Oui, enfin, il est juste repoussé, hein. Après quoi, Sangimel passe une projection afin d'expliquer à la famille royale comment vaincre le dragon. Tous les dragons sont des femelles. Et parce que tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures? Bref, il y a un truc qui me chiffonne avec cette projection. À la limite, on devine que c'est une invention de Sangimel, c'est pas le souci, mais ce qui me surprend, c'est qu'aucun des membres de la famille royale n'est surpris par la projection. Genre, c'est normal de voir ça, hein, on en voit tous les jours, ouais. Enfin, pour vous donner un exemple, la première projection au grand public, l'arrivée d'un train en gare de Ciotat, a suffi à effrayer tout le public qui est parti en courant. Alors ne me faites pas croire qu'il ne serait pas surpris par ces images. Il va tout attaquer et détruire sur son passage, excepté la dracole. La dracole est cette sphère qui se trouve entre les yeux du dragon. La dracole est en fait une coquille. C'est l'œuf qui contient la descendance de la bête. Quilloc doit avoir une dracole exposée sur les hauteurs de son château. Enfin, Sangimel explique donc qu'il existe une dracole, plus simplement un œuf de dragon, dont les propriétés éloignent le dragon, mais qu'il existe également un opposé, le dragon de glace, dont leur rencontre signerait une terrible lutte jusqu'à ce que l'un d'entre eux trépasse. Et comme l'a bien expliqué Sangimel, étant donné que le roi Quilloc se sert de la dracole pour éloigner le dragon de son château, afin que ce dernier terrorise les royaumes alentours, Gabriel décide de partir à la recherche de la dracole. Pendant ce temps, Sangimel se rend vers une montagne de glace, retenant prisonnier le dragon de glace afin de le libérer. Pendant ce temps, Louisa, qui avait pris Gabriel en filature, part avec ce dernier à la recherche de la dracole de Quilloc. Gabriel ayant grandi aux abords du château, ce dernier parvient à s'infiltrer sans trop de mal et s'empare de la dracole, malgré la présence de gardes, et parvient à s'enfuir grâce à une bombe fumigène de Sangimel.
Cependant, le conseiller du roi s'avère être un traître, ayant fait un marché avec Quilok pour lui livrer le roi de Carpia, et tente de faire exécuter Luisa, mais elle sera sauvée de justesse par Gabriel. Alors que ces derniers brûlent la Dracole, les dragons sont alors attirés par les ondes qu'elle émet et finissent par se livrer à un terrible combat de Raimanta volante digne de Pokémon. Mais alors que Luisa et Gabriel s'étaient cachés dans un abri pour éviter les attaques de dragons, Luisa décide de rentrer au palais pour avertir son père de la trahison de son conseiller. Elle croisera alors en chemin Sangimel, alors que l'attaque des dragons en proximité affolera le cheval de Luisa, qui perdra alors le contrôle et tombera en arrière. Alors que Sangimel accourt pour s'assurer de l'état de la princesse, les gardes de Quilok les encerclent et Sangimel dégaine ses armes pour les finir au fil de l'épée. Puis ce dernier est alors atteint d'une diarrhée monstrueuse et demande à Gabriel et à Luisa de partir loin d'ici, pendant que ce dernier reste là pour se donner inutilement en pâture au dragon, tout ça parce qu'il a la chiasse. Partez sans moi, j'ai la chiasse. J'aurais trop peur de vous contaminer. Mais quel abruti fini, sérieusement. Le mec n'a pas été blessé au combat, il est juste victime d'une diarrhée surprise et il décide de se suicider pour éviter de contaminer les autres. Je vois pas d'explication plus rationnelle que ça, désolé. Puis Luisa et Gabriel retournent au château de Carpia pour dénoncer le conseiller au roi. Ce dernier décide alors de partir seul pour mettre sa raclée au conseiller, mais Quilok était caché et surgit de nulle part pour tuer le roi de Carpia. Luisa retrouve alors la dépouille de son père et tombe en larmes avant de retourner au château annoncer la triste nouvelle à sa mère. C'est alors que Quilok révèle à l'ex-conseiller du roi de Carpia qu'il a fait bannir le chevalier Alador pour éviter que son père ne lui donne la couronne, ce qui n'échappera pas aux oreilles du capitaine de la garde. Le temps passe, et alors que le dragon de glace a vaincu le dragon de feu, ce dernier sème alors à son tour le chaos à travers le monde entier. Gabriel a alors un plan pour vaincre le dragon. C'est moi ou les vitraux du château sont en papier plastique bon marché? Est-ce que c'est trop demandé d'avoir un décor convenable pour un film avec un tel casting? Il faut croire que oui. Et bref, Gabriel a un plan et se dirige alors avec Luisa en direction des montagnes de sel. Mais ils se font alors stopper par l'ex-conseiller, accompagné par le capitaine de la garde de Quilok. Mais ce dernier ayant eu vent de l'histoire entre Quilok et Alador, il décide de retourner sa veste avec ses hommes contre le conseiller. Ce dernier s'enfuit alors dans les bois et aura droit à une petite surprise. Je représente votre seigneur et maître. Laissez-moi passer, sinon le roi s'en souviendra. Pendant ce temps, Quilok tente de se farcir la reine, mais cette dernière le poignarde et clame alors la fin de Quilok. De son côté, Gabriel escalade la montagne de sel, la Dracole à la main, et tente d'attirer le dragon de glace à l'intérieur. Puis il jette la Dracole dans les bas-fonds de la montagne que le dragon de glace suit désespérément, puis lâche une grenade de la conception de Sangimel et ensevelit alors le dragon. Gabriel doit alors récupérer de rien en fait parce qu'il n'a aucune blessure. Ah oui, c'est vrai, la diarrhée. Puis le film se conclut avec un somptueux festin sur le balcon du château et aura le mérite de nous épargner la scène cliché du baiser. Et fin. Tout est bien qui finit bien, youhou! Donc je récapitule, on a des décors mal fichus, on a des dragons en forme de Raimanta géante qui s'envoient de la fumée colorée à la face, on a plein de maladresses dans ce film, et pourtant, c'est pas si mal au final. En effet, le film ne peut se vanter d'avoir une grande direction artistique, ni même une grande direction d'acteurs. Certains décors sont mal fichus, l'image de synthèse saute aux yeux, les créatures telles que les hommes-plantes et les dragons sont aussi brouillons que mal mis en scène, mais pourtant, je ne peux pas détester ce film. Parce que contrairement au Maître des Sœurs, qui n'avait aucune volonté et aucune connaissance dans les codes du cinéma, les Chroniques du Dragon a quand même quelque chose, une certaine saveur. Même s'il est très loin d'arriver à la cheville d'autres productions, il a le mérite de connaître en bonne partie les codes du cinéma. Il nous propose quelques plans sympas et cohérents, comme le plan subjectif symbolisant Luisa, espionnant Gabriel et Sangimel. Le plan en plongée dans l'abri des plaines de Carpia, symbolisant clairement qu'ils sont sous terre et rabaissant ainsi les personnages, pour symboliser une certaine intimité, et ce, accentué par certains plans serrés. Un autre plan serré sur le visage du roi qui permet d'accentuer la tension qui émane de lui. Un certain nombre de plans en contre-plongée, dont l'un permet de symboliser la grandeur des plaines et des montagnes que s'apprête à traverser Sangimel, ou encore la grandeur d'un château au loin, voire son aspect fantastique.
Cela dit, j'admets qu'il y a peut-être un trop grand nombre de plans en contre-plongée, si bien qu'ils perdent en capacité à force d'être trop utilisés. Toutefois, tout est fait pour symboliser un monde enchanteur. À défaut d'avoir des créatures bien mises en scène, les décors, même s'ils sont une image de synthèse implanée, les vitres en papier plastique et le manque de subtilité, ont le mérite d'être plutôt bien cadrés, bien mis en avant pour nous rappeler que nous sommes dans un monde fantastique, tout comme la lumière qui, bien que peu subtile du fait de son intensité, nous propose tout de même des couleurs vives et chaleureuses, et parfois quelques teintes de couleurs froides, ce qui nous ramène au titre original du film, Fire on Ice, ou littéralement Feu et Glace. Au-delà de tout ça, même si le scénario est très simpliste et le tout souvent agencé de manière maladroite, on comprend que le film essaie de nous exprimer quelque chose. On comprend facilement que la métaphore générale est de nous présenter les manipulations de certains royaumes, cherchant à appauvrir les royaumes voisins, afin d'acquérir leurs richesses. Mais qu'un tel jeu du pouvoir peut échapper à notre contrôle et causer notre propre perte. Lorsque nous reprendrons le contrôle... Jamais vous n'avez le contrôle, c'est ça l'illusion. J'ai été emballée par le pouvoir de ce parc. Mais j'ai commis une erreur moi aussi, je n'ai pas eu assez de respect pour ce pouvoir, et il nous a échappé maintenant. Un dragon est l'incarnation des forces du mal. En effet, c'est loin d'être le premier à proposer ce genre de message. En effet, on pourrait sortir une liste incalculable de films le présentant de manière plus approfondie et plus ingénieuse. Mais au-delà des éditeurs qui vantent beaucoup trop les mérites de ce film, Les Chroniques du Dragon, c'est justement ça. C'est un film qui fait dans la simplicité et qui, malgré ses nombreuses maladresses, cherche à exprimer quelque chose et à faire passer au spectateur un bon moment. Le souci étant qu'en effet, il cherche à être original, en oubliant les gobelins, les elfes et les orques pour les hommes arbres et oublie les schémas classiques du dragon pour nous proposer leur vision des dragons avec l'histoire des dracoles, les dragons femelles et une apparence proche d'une Raymanta géante. Mais justement, le tout est en permanence agencé de manière brouillonne et fait que malgré ses volontés de faire dans l'originalité, son peu de moyens et son manque d'implication dans la direction des acteurs, malgré ses nombreux grands noms du paysage audiovisuel, font que ce n'est pas pour autant un bon film. C'est un film correct, mais ce n'est pas un bon film. Pour l'aspect imagé de la chose, je dirais que c'est comme avoir une Formule 1, mais avec le plus mauvais pilote pour la conduire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et câlin tout plein.